Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une petite analyse sur une estimation de ma dépense énergétique que je devrais avoir pendant ma traversée du GR10. Alors bon, j'ai vu pas mal de vidéos sur la toile, j'ai écouté pas mal de conseils, etc. Bon, j'ai eu des informations qui n'étaient pas forcément convergentes. Et finalement, je me suis dit, bah, du coup, je vais peut-être essayer de m'y coller, voir un peu ce que ça donne. Alors, je précise tout de suite que je suis pas un nutritionniste, ni un diététicien, ni même un coach sportif. Je suis juste un randonneur en herbe qui essaie de comprendre un peu ce que son corps pourrait consommer sur un peu plus de 2 mois de marche. Donc, évidemment, il y a plein de paramètres. On peut coller là-dessus pas mal de ça dépend. Et chaque corps réagit différemment, mais en croisant plusieurs sources, des formules physiques et mon propre itinéraire, j'ai fait un petit calcul. Alors, en mode un peu Pareto, hein, si 20% du temps consacré peut m'apporter 80% des résultats, bon, moi ça me va bien. Donc si ça peut aider quelques-uns d'entre vous à mieux préparer votre sac, vos repas ou simplement à imaginer l'effort demandé, ben alors le jeu en vaut peut-être la chandelle. Alors voici un peu le setup du projet. Donc je m'apprête à traverser les Pyrénées du bord de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée sur le GR10. Donc une distance d'approximativement 925 km avec au programme 47 étapes qui sont réparties sur presque 2 mois. Donc normalement, enfin, je parle le 12 mai, ça c'est sûr. Par contre, si tout se passe bien, je peux arriver le 26 juin 2025. Si tout se passe mal, je peux rentrer le 13 mai, ou alors arriver beaucoup plus tard. Bref. Et donc je pars avec un sac qui est plutôt chargé. Alors je l'ai fixé à 18 kilos. Alors actuellement, je suis un peu moins, mais bon, j'ai préféré me mettre quelques pénalités dans les estimations. Mon poids de corps est d'environ 75 kilos et d'après mes estimations, l'altitude moyenne que j'aurai à gravir, là, si je prends un peu toutes les étapes, c'est de l'ordre de 1000 mètres. Enfin, c'était 1100, 1200, mais bon, j'ai mis 1000 pour avoir un chiffre rond. Et le terrain, bah, il est varié, on y trouve de tout, des forêts, des crêtes aériennes, des sentiers techniques, des descentes parfois un peu brutales. Bref, c'était loin d'être une promenade de santé. Donc voilà les paramètres d'entrée que je vais utiliser pour faire mes estimations. Donc là, on va devoir faire un petit peu de mathématiques, mais rassurez-vous, c'est vraiment de la mathématique extrêmement basique du niveau du lycée. Donc on va distinguer deux types d'énergie, l'énergie pour monter et l'énergie pour descendre. Alors l'énergie, elle est définie par cette formule-là. Donc là, l'énergie mécanique, on va voir, c'est extrêmement intuitif, c'est le produit de la masse multiplié par l'accélération multiplié par la hauteur. Donc on comprend bien par exemple que si on veut décoller un poids de 10 kg, on va mettre une certaine énergie. Si on veut décoller un poids de 20 kg, ben, on va doubler cette énergie. Ça paraît relativement intuitif. On comprend pourquoi il y a un produit. On comprend également que si vous voulez monter un poids de 10 kg à 1 mètre, ça va vous coûter également une certaine énergie. Il faut les monter à 2 mètres, ben, vous allez doubler cette énergie. Donc le M et le H, il est parfaitement intuitif, et le G, il est aussi parfaitement intuitif. C'est la gravité. Donc il est clair que plus la gravité est importante, plus l'énergie dépensée sera importante. Là, par exemple, sur la Terre, on est à 10 mètres par seconde au carré. Sur Jupiter, on serait par exemple je crois qu'on est à 24 mètres par seconde au carré. Donc ça veut dire que là, on doublerait l'énergie dépensée avec un contexte équivalent en termes de masse et de hauteur. Et inversement, si vous étiez sur la Lune, par exemple, là où votre masse est 6 fois moindre, à ce moment-là, bah, vous auriez une déperdition d'énergie 6 fois moindre également. Donc voilà, vous faites ces produits-là et vous avez l'énergie mécanique. Ensuite, on va considérer ça, c'est l'énergie pour monter. Donc là, la masse, vous la montez maintenant pour descendre. Alors là, contrairement au vélo, le corps, lui, quand il descend, il consomme également de l'énergie. Pourquoi? Parce que bah, vous devez freiner la chute. Donc les quadriceps sont lourdement sollicités. Vous devez amortir, contrôler le mouvement, stabiliser le corps sur un terrain instable, etc. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Alors là-dessus, moi, j'ai pas trouvé de formule universelle. Par contre, ce qu'on peut considérer, c'est que, enfin, ce que j'ai vu de manière assez récurrente, c'est que pour estimer l'énergie pour la descente, ben, on prenait entre 30 et 40% de l'énergie utilisée pour la montée, quasiment la moitié, quoi. Donc moi, je me suis mis dans le calcul défavorable. Et ensuite, quelques petites unités à connaître. Je pense que le joule, pas grand monde le connaît, donc je ne sais pas si on dit le joule, oui, c'est le joule, enfin le oui, le joule. Alors, le joule, alors, ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est le kilojoule, parce que joule, c'est vraiment, peut-être une joule, enfin, peu importe, ça correspond à 1000 joules. Et par contre, en énergie alimentaire, on utilise plutôt les calories, donc ça, je pense que tout le monde connaît. Et plus particulièrement la kilocalorie, parce qu'une calorie, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est une unité extrêmement faible. Alors au passage, le taux de conversion entre la calorie et la joule, ou le joule, je ne sais plus, une calorie égale 4,18 joules.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une calorie, c'est ce qui correspond à l'augmentation de 1 degré sur 1 gramme d'eau. Donc on voit que c'est des unités extrêmement faibles, d'où la raison qui nous fait plutôt utiliser le kilo. Donc maintenant qu'on a posé des belles formules, ben, on va passer à l'application numérique. Donc je reprends les données d'entrée que je vous ai déjà présentées précédemment. La masse, donc c'est le poids de corps plus le sac, donc ça fait 93 kg. Je pèse à peu près 75 kg et là on a 18 kg de sac. On a pris un dénivelé positif de 1000 mètres et on imagine que si on a monté de 1000 mètres, à un moment donné, il faudra les descendre. Donc on a pris 1000 mètres en descente également. La gravité, c'est une constante, donc 9,81 mètres par seconde au carré. Et ensuite, on a considéré un nouveau paramètre qu'on introduit, c'est la notion de rendement musculaire. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous rentrez de l'énergie dans un corps, bon, il y a tout l'aspect digestion, ensuite ça passe dans le sang, etc. Donc, et ensuite, c'est les muscles vont consommer cette énergie. Et bien, dans toute cette chaîne de distribution, il y a des pertes. Et là, les pertes sont relativement élevées, puisqu'on voit qu'on récupère à peu près que 20% de cette énergie. Donc ça va être intégré dans les formules par la suite, pour pouvoir calculer la véritable dépense énergétique. Donc, allez, on démarre les calculs. L'énergie mécanique pour monter, bon, on y va. Donc, on se rappelle, c'est la masse multipliée par l'accélération terrestre multipliée par le D+, qui est là. Donc là, on trouve 912 000 joules, qui nous fait 912 kilojoules. Rappelez-vous que le K, ça correspond à un facteur multiplicatif de 1000. Ensuite, on a l'énergie mécanique pour descendre. Donc là, on a dit qu'on prenait 40% de l'énergie pour monter, c'est ce qu'on fait là. Donc du coup le 912 kJ se transforme en 365 kJ. Finalement, si on fait le calcul de l'énergie totale pour à la fois monter les 1000 mètres et descendre, on arrive à 1277 kJ, c'est ni plus ni moins que la somme de ces deux valeurs. Et ensuite, on va calculer l'énergie nécessaire, donc l'énergie calorique, pour pouvoir justement faire ce travail. On sait qu'on a des pertes assez conséquentes, donc on a juste un rendement de 22% au niveau musculaire, donc on va diviser par 0,22, et on arrive finalement à une consommation effective de 5800 kJ, donc bien plus que ce qu'on a là. Et ensuite, si on fait une conversion en kilocalories, on arrive à peu près 1400 kilocalories. Donc on voit que avec un sac de 18 kg et avec mon poids de corps de 75 kg, eh bien, je vais consommer 1400 kilocalories pour monter 1000 mètres et descendre 1000 mètres. Alors bien évidemment là-dessus, c'est ce que j'expliquais en introduction, on peut accrocher énormément de ça dépend. Alors effectivement, ça dépend du terrain. Si le terrain est accidenté, on peut considérer qu'on va avoir une augmentation de la dépense entre 10 et 30%. Il y a du vent, de la pluie, la dépense peut là également être de 10 à 20% supplémentaire. On considère que la marche sur le plat, où là vous n'avez pas de masse à monter, etc., c'est juste la dépense musculaire pour faire un mouvement de translation. On considère qu'on est entre 20 et 100 kilocalories par kilomètre, donc on prendra plutôt 100 kilocalories. La charge supplémentaire, ça rajoute de la dépense. Alors, c'est 1% de dépenses supplémentaires par kilo ajouté. En fait, c'est en proportion à peu près, on a à peu près 100 kg. Là, 93, c'est pas loin de 100 kg. Donc, vous rajoutez 1 kilo, 1 par rapport à 100, ça représente à peu près 1% de dépenses supplémentaires. Dans une limite supérieure, bien entendu, hein. Si vous êtes à 30 kg sur le dos, je pense que ça va être bien plus que 1%. Et puis, bien entendu, alors ça correspond un peu, ça me correspond un peu, âge avancé, on a moins de puissance, on fatigue plus, donc tout ça, ça génère une légère hausse de dépenses relatives. Voilà, il y a tous ces paramètres à prendre en compte, encore une fois. Les calculs qui sont faits, qui ont été faits précédemment et qui vont être présentés un petit peu plus tard, c'est dépendant de plein de choses. Par contre, ce qu'on peut estimer, c'est qu'on a l'ordre de grandeur, et c'était un peu le but. Voilà, bah donc là, on peut reprendre un petit peu tous ces calculs et voir ce que ça donnerait sur une journée typique sur le GR10. Donc là, j'ai considéré que la distance moyenne par étape était de l'ordre de 20 km, que je vais faire de 1000 mètres de positif, 1000 mètres de négatif, toujours ma charge de 93 kg, mon rendement musculaire de 22%, enfin quand je dis musculaire, hein, c'est toute la chaîne. Donc dans ce contexte-là, le travail mécanique est de 1277 kJ, donc c'est ce qu'on avait vu précédemment, ce qui correspondait donc avec les pertes de 22% à 1400 calories pour faire la montée et la descente des 1000 mètres. Ensuite, j'ai ajouté la marche, donc on va faire à peu près 20 km de marche à 100 kcal. Donc là, on arrive à 2000 kcal. Les pertes diverses, terrain accidenté, etc. Enfin voilà, le vent et tout ce qui s'ensuit.
finalement, on arrive à une consommation de l'ordre de 4000 kilocalories par jour. Donc je pense que ça, c'est vraiment une estimation plutôt pessimiste. Normalement, on devrait être inférieur à ça. Mais voilà à peu près ce à quoi il faut s'attendre dans les pires conditions pour notre consommation énergétique journalière sur le GR10. Alors ici, on va parler de la répartition idéale des trois grandes familles d'aliments, qu'on appelle également les macronutriments. Donc il s'agit des glucides, lipides et protéines. Alors encore une fois, en introduction, juste préciser que je ne suis pas nutritionniste, hein. Ce que je vais vous donner comme information ici, c'est des informations que j'ai glanées à droite à gauche. Donc on va commencer par les glucides. Alors les glucides, pour donner la définition générale, c'est un peu ce qu'on appelle basiquement des sucres. Et c'est la principale source d'énergie rapide que ton corps peut utiliser rapidement. La première chose qu'il va utiliser, ce sont les glucides. Et on trouve ça dans le pâte, le riz, le pain, les flocons d'avoine, les fruits secs, le miel, les céréales du petit déjeuner, etc., etc. Et la proportion idéale, c'est la plus importante, elle va de 50 à 61%. Ensuite, on a les lipides. Donc les lipides, c'est quoi? Ce sont des graisses qui fournissent une énergie dense et durable. Donc là, on trouve ça bien évidemment dans les huiles, le beurre de cacahuète, noix, fromage, on met ça dans l'avocat, le saucisson, etc. Et enfin, les protéines. Donc les protéines, ce sont des briques de construction de notre corps. Ça va réparer, maintenir, et parfois, mais vraiment en dernier recours, être utilisé comme source d'énergie. Donc là, on les trouve hop là, on les trouve dans les viandes séchées, le fromage, les œufs et les légumineuses. Il y en a aussi dans le poisson fumé, etc. Donc voilà les proportions qui sont recommandées. Donc en fait, pour faire simple, si on veut retenir assez facilement, hein, là on peut considérer qu'on a 50%, là on peut considérer qu'on a 30%, et puis là on va dire 25 à la grosse, donc c'est un demi, un tiers et un quart à peu près. Donc voilà ce qu'il faut respecter, sachant que le plus gros du carburant, il est là. Donc le truc, c'est que même si tu manges bien, ben, tu peux avoir certaines petites carences ou déséquilibres qui peuvent apparaître en silence et te rattraper en pleine étape. Donc là, j'ai fait une petite liste des risques majeurs les plus courants. Alors, on a les symptômes possibles et aussi les solutions qu'on peut emporter avec soi. Alors, le premier risque, c'est le manque de sodium. Donc, le sodium, c'est le sel de l'effort. C'est ce qu'on perd par la sueur sans toujours s'en rendre compte. Et le symptôme, c'est des crampes, en général dans les mollets, des fatigues inexpliquées, des nausées parfois. Et là, la solution, ben, sans doute, hein, c'est de prendre des bouillons salés qu'on rajoute à ces plats pendant les pauses. Alors, c'est simple, rapide et efficace. Alors, ensuite, on a la fatigue musculaire. Donc ça arrive surtout en fin de journée. Et on s'en rend compte d'ailleurs quand on fait quelques petites pauses. Si on s'assoit, on a la manière de s'asseoir un petit peu en se relevant, ça devient extrêmement compliqué. Donc là, les jambes deviennent lourdes et chaque pas coûte. Donc là, les symptômes, c'est qu'en fait, on a des courbatures, voilà. On a des difficultés à monter, des sensations de brûlure dans les cuisses, etc. Et là, la solution, c'est d'apporter du magnésium, du potassium, avoir des petites phases de repos, et aussi un bon étirement, des fruits secs, et quelques fruits secs, et c'est reparti. Ensuite, le troisième risque, c'est les carences en fer. Donc, c'est fer et en vitamine D. Donc, c'est pas toujours visible au début. Ça peut provoquer une baisse d'énergie, une perte de motivation, voire une anémie légère. Je sais que je suis plutôt sujet à ce genre de problème. Donc là, les symptômes, c'est la fatigue chronique, le manque de souffle, la baisse de morale. Et là, la solution, ben, c'est de prévoir des compléments en fer, en vitamine D. Et surtout, si je sais que mon alimentation quotidienne n'est pas hyper variée, eh bien, j'abonde davantage dans ces types de compléments, quoi. Voilà. Et enfin, la dernière chose, c'est à surveiller de très près, c'est la perte de poids. Sur 47 jours de marche, il est normal de perdre quelques kilos, entre 3 et 8. C'est fréquent, mais attention, si ça devient trop important, si on commence à perdre de la force en endurance et qu'on récupère moins bien, c'est qu'on est en train de taper dans le muscle. Et là, c'est pas bon du tout. Donc, bah, le symptôme, c'est que l'effort ressenti est ressenti comme étant un petit peu plus intense, qu'il y a les jambes qui lâchent, le sommeil est perturbé. Et la solution, là, c'est d'augmenter les lipides dans l'alimentation,
Huile, fromage, noix, beurre de cacahuète, on en a déjà parlé. Enfin, ouais, bref, tout est à prendre. Là, il faut recharger la machine. Alors maintenant, je vous présente ce que j'ai trouvé en termes de conseils pour structurer enfin, les repas quotidiens pendant la traversée du GR10, avec un objectif de 3900 kilocalories par jour. Donc c'est ce qui est nécessaire pour compenser les efforts physiques, l'altitude, le poids du sac, etc. Enfin, ça correspond à mon setup. Donc on démarre la journée avec, au petit matin, bon, on commence par un petit déjeuner assez dense et énergétique, donc avec un porridge qui est agrémenté de miel, de fruits secs, de fromage. Alors ça, c'est pour un total de 800 kilocalories. Donc ça donne le carburant nécessaire pour entamer une longue étape. Ensuite, en milieu de matinée, on fait une petite pause rapide avec banane sèche et un mix de trail, donc composé de noix, d'amandes, de chocolat, etc. Donc là, pour un total de 350 kilocalories. Alors ça, c'est riche en lipides et ça aide à tenir jusqu'au déjeuner. Ensuite, petit déjeuner, on y arrive. Donc là, on prend un petit déjeuner sur le pouce avec du pain, du jambon, du fromage, des pâtes froides. Alors pourquoi froides, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai trouvé, des olives. Alors ça, c'est un repas qui est copieux et facile à transporter. C'est ce qui est typiquement utilisé et ça tourne aux alentours des 1000 kilocalories. Ensuite, dans l'après-midi, donc une petite collation solide qui vient recharger les batteries. Donc ça, c'est du chocolat, des barres énergétiques. Donc là, pour un total de 550 kilocalories. Alors c'est aussi un bon moment pour faire le point sur les étapes avant la montée finale ou la dernière partie de la marche. Le soir, alors c'est plutôt, on termine la journée donc avec un plat lyophilisé qui est enrichi en huile d'olive et en fromage. Donc, ce qui permet d'atteindre les 1100 kilocalories et c'est le repas le plus riche. Ça, c'est idéal aussi pour la récupération musculaire. Et pour finir la journée, eh bien, une dernière petite touche sucrée avec des compotes lyophilisées, du cacao dans l'eau chaude. Alors, c'est très léger mais suffisant pour boucler une journée sur une note un peu plus douce, avec un potentiel d'à peu près 100 kilocalories. Donc si on fait le total de tout ça, on arrive bien à nos 3900 kilocalories par jour. Donc ça, c'est ce qui normalement doit permettre de maintenir un flux énergétique régulier, sans à-coups ni fatigue. Voilà, et si je maintiens cet apport calorique tous les jours, normalement, si j'ai pas de blessure, bah, je dois pouvoir tenir le rythme sur l'ensemble du parcours. Bon, ça c'est la théorie. Alors maintenant, il va falloir s'adapter parce que ça correspond pas du tout à mon alimentation traditionnelle. Parce que bon, je suis plutôt sédentaire, donc effectivement, je me charge pas autant. Donc au petit déjeuner, là, le porridge, miel, fruits secs et fromage, etc. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc là, il va falloir que je fasse quelques petites adaptations. Le banane sèche et le mix trail, il n'y a pas de souci. Le pain jambon fromage, pâte froide, bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci non plus. Chocolat noir plus les barres énergétiques, ça, j'aurai pas de souci non plus. Là où j'ai un peu plus de soucis, c'est le plat lyophilisé. Donc moi, je sais pas, mon corps, voilà, il refuse l'obstacle. Les plats lyophilisés, j'ai un peu de mal. Donc enfin, je regarde par quoi je vais pouvoir le remplacer. Bon, huile, fromage, pourquoi pas. Et enfin, le soir, compote plus que cacao à l'eau chaude, ça ne devrait pas poser de problème particulier. Bon, au début, je prends le cacao avec du lait, mais bon, avec l'eau chaude, ça ne me pose pas de problème. Voilà, voilà. Donc, j'aurais peut-être quelques petites adaptations à faire pour au moins que je puisse avaler ce dont j'ai besoin pour ma journée. Donc là, on va attaquer un autre volet vraiment important, je dirais même que c'est le plus important, c'est tout ce qui concerne l'eau, et notamment la consommation d'eau en montagne, sous-entendu avec dénivelé. Donc là, je vous présente une formule simplifiée dite du randonneur classique. Randonneur classique, ça veut dire que de temps en temps, sur votre parcours, vous allez pouvoir trouver des sources d'eau pour éventuellement refaire un appoint. Donc cette formule, en fait, est dépendante de trois principaux paramètres. Donc la distance parcourue sur du plat ou pseudo-plat, la distance parcourue sur du dénivelé. Donc ce qu'on a déjà vu, c'est que lorsqu'on avait du dénivelé positif, il y avait un effort supplémentaire à fournir. Donc on se doute bien que la consommation de eau va être supérieure. Donc là, ce qui est généralement retenu, c'est de mettre un coefficient de 2 par rapport à ce qu'on parcourt sur du plat. Et l'ensemble de ces distances parcourues est multiplié par un coefficient de 0,15. Et ici, on a un coefficient météo qui va être ajustable selon le temps. Et ici, j'en ai pas parlé, on a une base, c'est ce qui correspond au besoin minimum par jour pour les fonctions de base. On peut dire aussi que ça correspond à votre réserve, votre côté un peu sécuritaire, le côté un peu sécurité.
Donc si on fait une petite application numérique avec un setup qui correspond à ce que j'ai déjà présenté précédemment, donc distance 20 km avec 1 km de D+, si on fait le petit calcul, l'eau nécessaire, on prend 1 litre en sécurité en litrage de base, on met le 20 km, on double la consommation sur le 1 km de dénivelé, donc ça nous fait 21. 21 multiplié par 0,15, si on multiplie par 0,1, ça fait 2 litres 100, plus 50%, on est à peu près à 3 litres de consommation qui est liée essentiellement à la marche. Et là, avec le petit coefficient météo, on arrive à 4 litres 45. Sachant que sur le chemin, notamment dans toute la première partie du GR10, on peut très facilement retrouver des sources d'eau, quasiment dans le pire des cas, tous les 10 km. On peut se permettre de partir avec 2 litres 5, 3 litres d'eau. Donc voilà à peu près pour les évaluations. Donc comme d'habitude, on peut accrocher pas mal de ça dépend sur ce genre de sujet, et en voici quelques-uns qui influencent pas mal la consommation d'eau pendant notre traversée telle que celle du GR10. Alors, on a d'abord l'effort physique qui sera relativement intense. Je vais marcher entre 7 et 10 heures par jour, enfin, si tout se passe bien. Et bah, résultat, la transpiration s'accumule, et même si on s'en rend pas vraiment compte, et déjà au bout de 6 heures, et ça c'est du vécu, hein, de marche continue, on a la soif qui devient chronique. Et on ne boit pas par envie, mais par nécessité. Sinon, c'est crampes, fatigue, etc. Ensuite, on a la chaleur et le soleil. Donc, même si les températures sont fraîches, on a toujours des UV qui tapent sur la montagne. Et avec la réverbération du sol, on a comme de la chaleur qui est générée. Et du coup, l'évaporation, on a une évaporation cutanée. Et on perd l'eau sans même s'en rendre compte. Ensuite, on a l'altitude. Plus vient l'altitude, c'est-à-dire au-delà de 1500 mètres, l'air est beaucoup plus sec. Donc, la transpiration s'accélère. Et finalement, le corps y compense, et on perd l'eau, non pas par transpiration, mais par respiration. Donc là, pareil, l'hydratation doit être importante, voire plus importante. Et enfin, hop là, enfin, on a le sac, donc un sac qui est assez lourd. Alors là, j'espère ne pas être tout le temps à ce poids-là, parce que c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est ma limite maximum. Donc ça augmente l'effort musculaire global. Donc ça change le métabolisme, du coup ça fait monter la sueur un peu plus facilement, et donc le besoin d'eau. Donc c'est un facteur qu'il faut absolument pas négliger. Et là j'ai essayé de faire beaucoup d'efforts pour justement essayer de limiter la charge de mon sac, mais ça a été compliqué. Donc voilà, alors chaque étape du GR10 a ses spécificités. Alors la combinaison de ces quatre facteurs, bah, je vais ajuster ma réserve d'eau. Alors normalement ça devrait être entre 4 et 8 litres d'après mes estimations. Alors, il est bien évident que je ne vais pas mettre 8 litres dans mon sac, hein. Je vais compter sur le fait que je vais trouver des points d'eau assez régulièrement. Alors, d'après ce que j'ai vu, le pire que je vais rencontrer, c'est 15 km sans eau. Donc, il faudra que je tienne sur ces 15 km-là. Mais par contre, la plupart du temps, tous les 3, 4, 5 km, je peux trouver des points d'eau. Et comme j'ai une gourde filtrante, ça va être assez simple pour moi de refaire le plein régulièrement. Donc voilà, là j'en ai fini avec cette analyse un petit peu rapide, mais qui m'a permis de voir les choses un petit peu plus clairement. Et puis donc en fonction de tout ça, bah, je vais faire tous mes petits ajustements. Voilà.